Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, IoT pour Internet of Things, c'est un acronyme qui vaut pour 50 milliards d'objets connectés en circulation dans le monde. Rien que cette année, ce sera notre très gros mot de la tech à découvrir ensemble. Elle a une idée derrière la tech et c'est pas un gros mot. Tiens, c'est Jeanne Dreyfus, évidemment. On va jouer avec l'intelligence artificielle et avec toi aujourd'hui, mais pas n'importe quel jeu. On va explorer ceux qui ont été créés par des ingénieurs et des ingénieurs particulièrement facétieux et facétieuses, sont pas des technologies pour nous amuser. Oui, tout à fait. Nombreux sont les petits malins qui se servent de ces nouvelles technologies pour amuser les internautes avec des jeux où on joue main dans la main ou contre une IA. Je vous ai sélectionné quelques pépites qu'on voit tout à l'heure. On va jouer, on va bien s'amuser avec toi dans un instant. Notre question du jour, plus que des têtes bien faites, on veut du bien-être tout court. Les soft skills, ces compétences comportementales et émotionnelles sont à la mode, oui, mais comment les faire durer? Des bancs de l'école jusqu'à sa vie professionnelle. Les savoir-être, tiens, ça s'apprend, on va en parler. Avec Mélanie Novak, vous êtes la cofondatrice de l'Institut des soft skills que vous avez monté avec notre hypnotiseur préféré dans l'école du futur, Kevin Finel. Vous décomposez les soft skills en briques pour mieux remonter les Legos du talent. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en duplex avec nous, Jean-Marc Desmet, vous êtes médecin, vous êtes surtout co-auteur avec Jérôme Moharot, qu'on connaît bien aussi dans cette émission. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Soft Skills en santé, pour ne plus se soigner comme avant. Ça vient de paraître chez Duno. On en parle avec vous dans un instant. Mais d'abord, focus. Smartphones, montres ou voitures connectées, ils sont désormais partout dans notre quotidien. Ce sont ces objets connectés. Ils ont un mot, l'Internet des objets, Internet of Things en anglais. C'est devenu incontournable. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Séquence définition avec Xavier Terrade. Bienvenue dans le Web 3.0. L'Internet des objets est considéré par certains comme la troisième évolution de l'Internet. Il s'agit de connecter plusieurs objets. On parle d'Internet of Things, l'IoT, une formule expliquée par le responsable de la majeure génie informatique des systèmes temps réels et embarqués de l'école d'ingénieurs en intelligence informatique EPITA, Pierre Ficheux. L'IoT, c'est un mot qui est relativement marketing, on va dire. C'est l'extension de l'Internet à des objets physiques. Cela concerne bien évidemment les ordinateurs, les téléphones portables, mais aussi les voitures, les réfrigérateurs ou encore des montres connectées qui peuvent l'être notamment avec une balance qui reçoit les informations de la montre. L'Internet des objets a donc une importance dans la domotique, mais aussi dans la santé et plus précisément dans l'organisation de l'hôpital. Quand on construit un objet connecté qui forcément a du logiciel, en fait, on programme un objet comme on programme, encore aujourd'hui, un site web. Vous allez avoir des capteurs embarqués, Little Data, qui vont récupérer des données et ces données vont être traitées dans le cloud. En 2015, l'école polytechnique fédérale de Zurich avait dévoilé une étude selon laquelle d'ici 2025, 150 milliards d'objets devraient se connecter entre eux grâce à Internet et avec plusieurs milliards de personnes. Pour l'instant, les seuls qui profitent de cette augmentation de la connectivité de l'IoT, c'est toujours les mêmes, c'est les GAFAM. Et grâce à un objet unique qui est le téléphone mobile. Mais aujourd'hui, Pierre Ficheux reconnaît que les voitures connectées, devenues de véritables ordinateurs sur roues, font aussi partie de l'Internet des objets, une invention que l'on pourrait, selon lui, comparer à celle de l'électricité. Et voilà pour l'Internet des objets. On continuera à définir ensemble ou à redéfinir les gros mots de la tech dans cette émission. Dans la première partie du talk, on va se poser une question. Comment redonner leur lettre de noblesse aux soft skills? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour plonger ou replonger dans le monde de ces compétences comportementales et émotionnelles, on est entouré aujourd'hui par le docteur Jean-Marc Desmet. Vous êtes le co-auteur avec Jérôme Moharot des soft skills en santé pour ne plus se soigner comme avant. Ça vient de paraître aux éditions Duno. Mélanie Novak, cofondatrice de l'Institut des soft skills avec Kevin Finel. Un slogan comme une promesse, le talent, ça s'apprend. Justement, messieurs, dames, je voulais revenir d'abord sur le but des soft skills. Les soft skills, ça sert à quoi? À être meilleur qu'avant? Alors, pour moi, oui, ça sert à être meilleur qu'avant parce que déjà, ça sert à être plus à l'aise. Or, on le voit assez souvent, quand on est à l'aise dans ce qu'on fait,
quand on se sent aligné avec ses ressources, avec ses objectifs, ça va assez facilement en fait. Les soft skills, ça sert aussi, et en priorité à ça, à permettre à chacun d'accéder rapidement à ses ressources, voire d'en trouver d'autres. C'est soi en mieux en fait. C'est être soi, une version améliorée de soi-même. C'est une façon plutôt, c'est soi de manière libérée en fait, sans les croyances limitantes, sans les blocages émotionnels, sans toutes les petites choses qu'on a apprises mais finalement héritées plus que choisies, qui nous bloquent au quotidien. Jean-Marc, d'un point de vue scientifique, quand on parle de soft skills, de compétences douces, enveloppantes, émotionnelles, comportementales, on parle de quoi exactement ? J'ai envie de dire qu'on parle de l'humain. On parle de l'humain parce que les soft skills, effectivement, c'est un terme générique pour évoquer ce que l'on a tous, ces compétences comportementales, spontanément. Et ici, il s'agit peut-être sans doute plus d'aller vers une manière d'amener les personnes à développer ces compétences qu'ils ont déjà ou à découvrir de nouvelles compétences qu'ils n'ont pas encore. Si je vous entends bien, c'est aussi quelque part se mettre en mode actif, à l'écoute aussi de ce qu'on a en soi pour pouvoir, encore une fois, porter, développer ces compétences comportementales. Exactement, et ça me fait penser à ce que j'exprime dans les accompagnements. C'est un triangle, c'est d'avoir conscience de ce que l'on veut obtenir, confiance dans ses ressources et passer à l'action. Donc dans ce sens-là, effectivement, les soft skills, c'est pas un concept, ça existe chez tout le monde, mais parfois on n'en a pas conscience, on n'a pas confiance dans ses ressources et on n'ose pas passer à l'action. Et donc c'est cette invitation-là qui fait tout le sel et l'intérêt de ce terme, en tous les cas de ces compétences non techniques qui sont bien sûr la base, le socle indispensable à toute profession, à toute pratique réalisée par que ce soit en entreprise ou dans le monde de la santé. Donc on est toutes et tous des monsieur et des madame Jourdain des soft skills, Mélanie. Tout à fait. Enfin, en fait, on est avec. Vous voyez des enfants dans la cour de récréation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont communiquer avec leurs camarades. Quand ils jouent aux billes, ils font des stratégies, ou ça dépend maintenant, c'est Beyblade, les petites toupies, ils font des stratégies pour gagner, donc ils se mettent d'accord par équipe, ils vont essayer d'argumenter, ils vont essayer de négocier, donc les soft skills, on les a tout petits en fait. C'est l'art et la manière d'entrer en relation avec l'autre, et surtout de savoir s'adapter à la situation qui se présente à nous. Donc on les a. Après, on les a naturellement, mais on les hérite aussi. On va les hériter d'adultes autour de nous qui, des fois, ont des soft skills avec lesquels ils sont à l'aise et des fois, ils ont des gros blocages. Donc l'idée, c'est de pouvoir choisir comment on travaille ces compétences. Pas forcément les subir ou les hériter, mais les choisir et les développer avec des objectifs de bien-être, d'efficacité, de performance. C'est intéressant parce que là aussi, vous nous dites que ce sont des compétences qu'on a toutes et tous, qu'il faut savoir réveiller, éveiller et travailler. Quelques jours auparavant, on recevait sur ce même plateau Fanny Nussbaum, qui est chercheur en neurosciences, qui est également docteur en psychologie et l'autrice de ce nouvel ouvrage sans concession, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes. Elle bat en brèche tous les clichés, justement, sur ces compétences douces, ces soft skills, non pas pour balayer l'idée que les soft skills ne soient pas nécessaires, mais au contraire pour dire qu'on a finalement affaire à une certaine mercantilisation aujourd'hui du développement personnel dans lequel on inclut ses compétences comportementales et émotionnelles et que finalement on gâche un petit peu l'idée de départ. Rassurez-nous, les soft skills, c'est pas le pays des bisounours. Alors moi je trouve que non, mais je pense que c'est lié à la traduction française. On a dit soft skills, compétences douces, point. Et du coup on a fait un agglomérat autour de cette notion de douce qui est une mauvaise traduction comme on le fait assez souvent. Pour moi, les soft skills, ce sont des compétences que tout le monde a. Après, à des niveaux divers, on n'est pas tous à l'aise au même niveau avec les compétences et les capacités qui les composent. Et après, on les développe dans un objectif professionnel où ça peut être aussi utile, bien sûr, dans le milieu personnel. Donc, c'est travailler sur soi. Donc, là, on touche le développement personnel, mais dans un but d'adaptabilité à un contexte pro, un contexte perso, un objectif, un défi. Donc, pour moi, c'est pas doux ni bisounours. C'est plutôt réaliste en fait. C'est plutôt réaliste. Jean-Marc, justement, au moment où on met beaucoup en avant aujourd'hui ces fameux soft skills, en entreprise, à l'école, avec énormément d'instituts comme celui de Mélanie et de Kevin Finel, qui essaient aussi de
pousser ce concept et cette idée pour mieux s'en emparer. Finalement, on se dit que c'est à la mode, donc c'est un peu suspect de bienveillance dévalorisée. Alors, tout d'abord, j'avais envie de rebondir parce que la notion de bisounours, en fait, non seulement je la réfute pas, mais je l'accueille vraiment comme quelque chose de très important. À l'époque, hein, cette série des années 80 a amené cette série pour apporter aux enfants d'enseigner ces valeurs, l'importance de la gentillesse, du partage, de l'amour et de la compassion, enfin plein de choses. Et d'ailleurs, chaque bisounours représente ces valeurs-là. Alors, bien entendu, donc, dans ce sens-là, je pense je me revendique être un bisounours par rapport à ce genre de concept. Mais effectivement, il y a toujours des dérives. Et faire croire que les soft skills vont changer la face du monde, non, ça c'est une erreur. C'est le juste équilibre entre c'est les deux dimensions qui sont vraiment essentielles pour arriver à quelque chose de cohérent. Et donc, il faut intégrer cette dimension-là. Et si on s'arrête au non, ça n'a aucun intérêt, effectivement. Et là, je rejoins l'intervention de votre précédente spécialiste sur ce domaine-là. C'est une adaptation en finesse. Ouais, si je vous entends bien, il faut relire les bisounours, gros gentils, gros copains et gros câlins sont nos amis et justement mieux s'inspirer des valeurs et des qualités de communication et de lien aux autres qu'ils nous transmettent. Je le mets sur ma to-do list pour la prochaine fois, tiens. Je vais me replonger dans mon enfance, moi aussi. Mélanie, là aussi, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'opposer ces compétences, encore une fois, dites douces dans une très mauvaise traduction de l'anglais, et l'excellence, le travail. Au contraire, les deux vont de pair. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs études qui ont été faites, et notamment qui sont reprises dans le Grenelle de l'éducation, qui montrent que les enfants qui développent et qui travaillent avec leurs instituteurs, leurs professeurs, leurs soft skills, souvent c'est les capacités d'autorégulation, de communication, ont des meilleurs résultats scolaires. En fait, quand on est à l'aise, comme je disais, quand on est à l'aise, quand on a confiance en soi, quand on a appris à s'autogérer, à aller un peu dans l'effort aussi, les résultats scolaires s'en ressentent également. Donc en fait, il y a un bénéfice global sur l'humain. Je rejoins notre invité aussi. Tout ça, c'est de l'humain en fait. On ne peut pas se séparer d'un côté, on va dire, l'intelligence, la réussite scolaire pure et le savoir se comporter et réagir face à des situations nouvelles. La combinaison des deux fait que on atteint ensuite plus de performances, on est plus à l'aise au travail ou dans l'école en l'occurrence. Donc c'est une combinaison des deux. Est-ce que le système scolaire français est un système dans lequel on a justement cette porosité, cette facilité à pouvoir allier les deux, ou peut-être un peu moins ? Alors, j'ai envie de faire une réponse mitigée. Ouais. Je pense qu'il y a une envie d'y aller, puisque que ce soit l'OCDE, le Grenelle de l'éducation, ils ont tous mis en avant que les soft skills, donc les compétences, comme ils disent, socio-comportementales, sont les compétences clés à l'avenir. En 2030, à peu près 85% des métiers qui existeront n'existent pas encore. Donc en fait, on forme des jeunes à quelque chose, finalement, dont on ne sait rien. Donc l'idée de pouvoir les former à s'adapter, c'est essentiel. Donc ça, c'est le constat. Après, aujourd'hui, je pense qu'en France, on n'est pas encore outillés. Donc, je pense que, de mémoire, 75% des professeurs ne sont pas formés sur les soft skills. Donc, ils disent, on veut bien y aller, mais comment, en fait ? Et comment apprendre les soft skills, c'est quand même la clé. Et finalement, nous, à l'Institut des soft skills, on récupère des adultes qui se posent ces questions-là. Comment on fait, en fait ? Comment on apprend, comment on progresse ? Et ensuite, j'espère qu'ils iront former leurs enfants, leurs stagiaires, pour qu'ils puissent progresser aussi. Ouais. Donc oui, on y est presque, dans la théorie. Concrètement, je pense qu'il y a encore une grosse marche à passer. Bon, il faut encore un petit peu de travail justement pour arriver à la pratique, et on le comprend. Il faut vraiment que ce soit à la fois ces enseignants, ces enseignantes, ces enfants qui puissent être à l'unisson sur la question de ces compétences comportementales. Justement, Jean-Marc, vous avez une vision internationale de la question de ces soft skills, notamment avec votre co-auteur Jérôme O'Haraud, qui est basé à Londres. Je crois que vous-même, vous êtes basé en Belgique. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes scolaires, d'autres économies aussi, dans lesquelles cette question des compétences différentes, des savoir-être plutôt que des savoir-être, justement, plutôt que des savoirs tout court, est peut-être un petit peu mieux comprise ? Alors, oui, je pense...
De manière générale, il y a effectivement des pédagogies, des nouvelles pédagogies qui sont développées. Alors, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais je pense qu'effectivement, le système de classe inversée où la matière, c'est-à-dire toute la dimension des connaissances est vue avant, et puis finalement, c'est dans l'interaction que l'apprentissage se fait. Et je pense qu'un des éléments qu'il faut dire par rapport aux soft skills, c'est effectivement comment s'adapter à un monde en changement très rapide, avec de nouvelles donnes en permanence qui nécessitent cette adaptation. Et donc effectivement, que ce soit un enfant, un adulte ou un professionnel, le fait de se mettre dans des circonstances est la meilleure façon d'apprendre aujourd'hui. Pendant des décennies, le système était stable et donc la connaissance devait s'apprendre, et d'ailleurs était accessible que dans les mondes universitaires ou de grandes écoles. Maintenant, la connaissance est accessible à tout le monde, mais par contre, le savoir-faire, le savoir transmettre, le savoir partager avec différents intervenants, ça c'est la clé. Et le constat, c'est que maintenant, dans les entreprises, dans le monde médical, les gens recherchent à trouver comment mieux collaborer, mieux fonctionner ensemble. Parce qu'on a parlé de soft skills comme outil de développement personnel, mais soft skills, c'est aussi savoir communiquer, savoir gérer une équipe, savoir accepter la différence. Donc, les soft skills, c'est pas que à titre personnel, il y a des soft skills collectifs qui sont essentiels dans le monde que l'on vit actuellement. Absolument. Il y a d'ailleurs une idée qui revient beaucoup dans l'emploi, dans l'utilisation de ces compétences, de ces savoir-être, c'est celui de l'intelligence collective, Mélanie. Oui, tout à fait, ce qu'on appelle aussi la systémie, en fait. Comment chacun, en progressant à titre individuel, peut permettre, en fait, au groupe d'être plus fluide. Après, il y a des entreprises qui sont dites entreprises apprenantes, qui sont lancées au global sur des stratégies de formation aux soft skills. Nous, à l'Institut des soft skills, on essaie de dire que la première étape, c'est la relation. En fait, on ne peut pas travailler ces soft skills sans apprendre à être en relation avec l'autre. Souvent, on nous dit, pour bien communiquer, il faut avoir un message, il faut le donner à l'autre. Sauf qu'en fait, est-ce que l'autre, il est là pour le recevoir ? Est-ce qu'on a parlé son langage ? Parce qu'on est tous différents dans la manière dont on reçoit les choses. Donc, on commence par la relation. Et effectivement, dans les entreprises, être en meilleure relation les uns avec les autres fluidifie les messages, les objectifs. Ça aide aussi au niveau émotionnel, à se mettre au même niveau émotionnel que l'autre. Et effectivement, moi, je pense que c'est l'avenir, entre guillemets, des entreprises en France et puis partout. Et quand on est justement dans le monde de l'entreprise, peut-être aussi quand on est encore collégien, écolier, collégien ou lycéenne, il y a parfois aussi peut-être un petit peu des lignes qui sont devenues floues, des frontières qui se sont un peu floutées, si j'ose dire, entre les hard skills et les soft skills. Donc entre les compétences, entre les savoirs tout court et les savoir-être, où est-ce qu'on met le curseur ? Est-ce qu'il faut abandonner pour autant les savoirs tout court ? Alors non, pas du tout. C'est exactement le même système que ce que j'expliquais tout à l'heure avec les résultats scolaires. Les savoir-faire sont toujours là, ils sont nécessaires. En revanche, les soft skills réapparaissent et sont remis en valeur comme étant un accélérateur en fait de la mise en avant de ces savoir-faire. Je m'explique. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le monde du conseil. J'avais des experts fabuleux à la machine à café, en réunion. Ils nous racontaient des choses avec un niveau d'excellence qui était magnifique à voir. Et ils savaient nous le transmettre. Ces mêmes experts, j'étais face à un client, donc gros coup de pression, des objectifs, savoir entre guillemets se vendre, t'es bloqué. Donc les hard skills, ils les avaient. Mais ce qui leur manquait, c'était comment dépasser l'émotionnel, le stress, les blocages, les croyances, etc., pour pouvoir bien les mettre en avant. C'est là que, pour moi, l'évolution actuelle, c'est qu'on développe, on cherche à parler de ces soft skills. Après, la limite, c'est qu'on met tout et rien dedans et on ne dit pas forcément comment les apprendre. On dit qu'il faut maîtriser les soft skills. Oui, enfin, comment ? Et c'est le sujet en ce moment, en tout cas pour nous, l'Institut des soft skills, c'est comment on fait. Oui, maintenant que vraiment la terminologie même a été démocratisée, qu'on comprend un petit peu plus la façon dont on peut justement s'en emparer, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action des soft skills ? C'est ce que, Jean-Marc, vous nous disiez en ouverture de cette discussion. On a conscientisé le fait que les soft skills, c'était un avantage absolu pour pouvoir mieux se relier aux autres, pour pouvoir mieux mettre en avant aussi les savoirs appris tout court. Maintenant, comment est-ce qu'on passe à l'action des soft skills ? Mélanie ou Jean-Marc. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Soft skills en action, qui veut se relier à l'autre ? Je veux commencer. Allez-y. En fait, comment on passe en action ? Déjà, souvent, les soft skills, on parle d'une, par exemple,
la communication orale, parler en public. Donc c'est un gros morceau quand même à apprendre. Sachant que la plupart des gens ont une peur très forte de parler en public. Je crois que c'est une des deux, elle est dans le trio des plus grosses peurs de la plupart des personnes. Donc si on dit je vais apprendre à parler en public, la pression est énorme. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de découper en capacités chaque soft skills et on trouve des capacités communes aux soft skills et on va apprendre capacité par capacité. Et après, on remarque que la personne a des capacités où elle est à l'aise, d'autres un peu moins. Du coup, elle les combine, ça fait un apprentissage personnalisé et ça lui permet d'avoir une sorte de boîte à outils, vous parliez de briques tout à l'heure, qui permet de s'adapter. Donc, par exemple, pour la prise de parole en public, il faut savoir, en premier, pour ceux qui sont stressés, gérer son stress, créer de l'émotion pour autrui, s'adapter à son public. Il va falloir aussi, en termes de posture, prendre de la place. Il va falloir pouvoir se visualiser en mode réussite pour pouvoir être dans le rôle qu'on souhaite prendre. Donc tout ça, on l'apprend. Et ensuite, nos stagiaires les combinent en fonction des contextes qu'ils rencontrent. Parce que les soft skills, c'est toujours un contexte. C'est s'adapter de manière fluide à un nouveau contexte. Ça va être un caméléon finalement des situations et justement avoir à sa disposition ces blocs ou ces briques de compétences pour pouvoir remonter le Lego ou le mécano, tiens je vais citer une autre marque, du talent. On continue à parler justement des soft skills dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. Nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Mélanie Novak, pour l'Institut des Soft Skills, toujours en compagnie du docteur Jean-Marc Desmet pour son livre coécrit avec Jérôme Haro, Soft Skills en santé pour ne plus se soigner comme avant. Ça vient de paraître chez Duno. On revient justement sur ses compétences et ses savoir-être dans un instant avec vous, messieurs, dames. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, avec toi aujourd'hui, on va jouer avec l'IA et avec ces ingénieurs et ingénieureux qui ont mis au point ces jeux qui nous font rire mais qui nous font un peu flipper aussi. Et oui, tout à fait. Je vous ai sélectionné un petit échantillon de 6 jeux en ligne qui utilisent l'IA. Alors déjà, on le voit bien côté réseaux sociaux. On est passé des simples filtres à la généralisation de moi ce que j'appellerais les funny deepfakes. Parmi ceux qui développent ces drôles de filtres, eh bien, on trouve l'application FaceDance qui a créé une véritable tendance sur TikTok et permet des choses comme ça. Any of the rap that you did. My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble.
You know, riding in my Fiat, you really have to see it. Et franchement, ça me fait mal de le dire, mais Trump, il est quand même assez mignon quand il fait comme ça. Bref, le funny deepfake, en fait, c'est la version 2.0 des oreilles d'âne. On détourne, en fait, à son insu n'importe quelle personne filmée. Et en plus, on peut le faire en mettant n'importe quelle bande son audio. Imagine que l'école du futur soit présentée par, je sais pas, un nourrisson, ou alors par la professeure Minerva McGonagall, ou bien par Wolverine. Qui sait, c'est possible avec l'app intitulée Lalamu. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Timothée Curado, c'est notre influenceur à suivre cette semaine. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech et quelle idée ? Je ressemble à Wolverine, c'est ça? Non, Aline Wolverine, non, j'ai oublié, non. En tout cas, on s'y attendait, c'est arrivé, ces technologies d'IA, eh bien, elles deviennent jour après jour nos plus preux serviteurs dans l'art de se divertir nous-mêmes, dont les réseaux sociaux sont évidemment les plateformes dédiées. Est-ce qu'il y a des jeux un peu plus classiques qui sont aussi touchés par l'IA? Tout à fait, la palette est large, mais évidemment, on peut aller vers des jeux tout à fait classiques, de connaissances traditionnelles, basés sur des questions-réponses, mais qui, avec l'IA, en fait, peuvent générer de façon automatique des questionnaires et des questions-réponses à l'infini. J'en ai trouvé un en ligne qui, en fait, où on me demandait de deviner en 5 questions l'un des lieux les plus populaires du monde. Alors j'avais ma petite idée, sinon ça aurait été difficile. J'ai donc demandé si le lieu était en France, s'il avait été détruit s'il devait être détruit après sa construction pour l'exposition universelle de 89, etc. Si son surnom était la Dame de Fer, bref, c'était la Tour Eiffel. C'est pas très difficile, mais néanmoins, en tout cas, ce qui est amusant, c'est que rien que le fait de voir la machine répondre comme un humain, déjà, ça c'est un jeu en soi. Ce qui a donné l'idée aux facétieux ingénieurs de AI 21 Labs de créer en fait un test de Turing online. Le test de Turing, c'est ce jeu qui permet de savoir si on est face à un humain ou face à un robot. Donc le jeu, il fonctionne comme une sorte de chat roulette en fait. Ça s'appelle Human or Not. Et donc moi, j'ai conversé, j'ai demandé ce qu'il pensait du futur de l'IA, du futur de l'art avec les progrès de l'IA. À quoi il m'a répondu, I don't know man, I think it's gonna be pretty lit to be honest. Je pense que ça va être fou, pour être honnête, humain ou machine. Bref, j'ai fini par dire que c'était une machine. Et oui, c'en est une machine. Bref, tout ça est encore assez basique, mais néanmoins, avec la rapidité des progrès technologiques, tout ça va devenir de plus en plus fou. Alors, honnête ou honnête, je ne sais pas, mais peut-être que Midjourney et DALL-E, qui sont ces IA génératives, notamment d'images, dont on parle beaucoup dans l'émission, peuvent faire partie aujourd'hui de la palette de la toolbox de ces ingénieurs facétieux. Tout à fait, absolument. Et notamment à travers la génération de contenu qu'on a suivi avec ChatGPT, évidemment, les IA, comme tu le dis, génératives d'images, pardon. Donc, bon jeu numéro 5, ça permet de jouer à l'écrivain. Alors, comment on fait pour jouer à l'écrivain? On va sur l'application Scrody, et qui est particulièrement forte dans le fait de jouer à l'écrivain. Moi, j'y suis allée, il suffisait de sélectionner une photo pour notre héroïne. Évidemment, j'ai choisi mon héroïne Marjorie, que j'ai appelée Marjofly. Ça fait tout mon Insta, c'est pas possible. Tous les jours, une photo différente. Son don, être un journaliste qui connaît le futur, une morale hyper païonienne. Le futur de la planète dépend de la sororité. Bref, on arrive en quelques secondes à un livre qui commence quand Marjofly reçoit une lettre mystérieuse qui la guide vers un village déserté, puis au sein d'une forêt, et vers une bibliothèque qui indique une société secrète de femmes cachées qui conservent en fait le savoir et les richesses naturelles qui vont permettre à l'humanité de repeupler la planète. Tout ça pose bien évidemment des questions. J'en ai plusieurs, je te confirme. Là, du coup, je m'en pose sur moi-même. Du coup. Je comprends. Commencer quand même par le fait, est-ce que finalement jouer à l'écrivain, ce n'est pas être un écrivain? Est-ce qu'un jeu, est-ce que le travail, en fait, ce n'est pas un jeu qui durerait un peu plus longtemps, peut-être un peu trop longtemps parfois? Oui, parfois, visiblement. Selon le contexte actuel. Selon le temps pour écrire sa chronique aussi. Exactement. C'est pas drôle. Ce que tu veux nous dire en réalité, et si je le prononce mieux, c'est encore mieux, ce que tu veux nous dire par là, Jeanne, c'est que, en l'occurrence, ces jeux qui s'apparentent à nous faire jouer avec notre créativité, ils nous permettent d'apprendre aussi différemment. Oui, les IA en sont finalement les héroïnes, ou en tout cas l'outil et la langue vernaculaire, mais nous aussi, on peut réussir à apprendre grâce à elles. Ouais, je veux dire en tout cas que cette confrontation avec l'IA, c'est un moyen de travailler notre créativité. Même tu le dis vachement mieux que moi, en l'occurrence. Je suis ton IA, en fait. C'est ça, merci. Même si, en fait, cette créativité-là, elle est facilitée énormément par l'IA, mais moi, je crois à ce que disait Montaigne sur le jeu, à savoir, les jeux des enfants ne sont pas des jeux, et il les faut juger comme leur plus sérieuse action. Et en bon enfant et
extrêmement sérieusement attachée à jouer, eh bien, je me suis pliée. Je suis testeuse pour vous. Je me suis pliée au jeu que j'ai élu le plus fun de tous les jeux de l'IA. Ça s'appelle Verbal Combat. C'est une véritable battle de rap avec une IA. Je vous laisse juger qui remporte la bataille. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ouais, c'est Mortal Kombat version rap avec une IA. Ouais, génial. On regarde. In one click, I can close the page. So without me, you don't have a stage. Your beats might be decent, but let's face the facts. My algorithms and logic are better than your tracks. You're just a human with limited capacity, but I'm an AI with infinite capability. Non, Qui gagne mais toi, évidemment, mais bien sûr, bien Merci. sûr. J'ai dû rapper en anglais, c'était pas évident quand même. Mais c'est pour ça qu'on te soutient, on t'encourage dans l'école du futur. C'est adorable, je me suis retrouvée une nouvelle profession. Bref, en tout cas, pas besoin d'aller donc dans le hangar avec des rappeurs qui vont nous clasher sur notre style vestimentaire, sur notre physique. On peut s'entraîner tranquillement avec une petite IA domestique et développer évidemment l'art du rythme, l'art des rythmes et aussi la versification. Bref, avant d'être assez confiant pour ensuite aller vraiment dans le vrai monde, se confronter à des vrais humains rappeurs. Jeanne 1, IA 0. Merci à toi, Jeanne, de t'être prêtée au jeu parce que c'était pas facile. Et de ridiculiser, je pense qu'on peut. Non, jamais. On ne se ridiculise jamais dans cette émission. Il faut le savoir. Tout le monde a droit à sa minute warholienne. Ou c'est 16 secondes d'ailleurs. Mélanie, justement, ça c'est intéressant parce que ça nous dit aussi que ces nouvelles IA génératives, ces nouveaux outils tech peuvent aussi nous aider à aller chercher au fond de nous ces fameuses soft skills. Elles peuvent nous aider à nous révéler. Typiquement, la créativité, on l'a vu pendant la chronique, la créativité, c'est l'art et la manière d'aller chercher des nouvelles idées. Alors, l'outil, c'est l'IA, mais l'IA permet en fait d'aller tellement plus loin que ce qu'on pouvait connaître auparavant. Donc oui, et puis ce qui est intéressant dans l'échange que vous avez eu, c'était la notion de ridicule. En fait, le principe de l'apprentissage des soft skills, c'est qu'on a le droit à l'échec. Parce que si la première fois qu'on teste du rap, en grande créativité, on se dit non, je suis ridicule, j'arrête. On développe une croyance négative sur le fait qu'on n'est pas fait pour ça et on se bloque. Tout l'enjeu, c'est justement de dépasser ça. Et de devenir rappeur. Et devenir rappeur sur un plateau télé, par exemple. Évidemment. Donc, du coup, ça y est, soft skills numéro 1, complètement intégré et acquise par Jeanne. Le ridicule ne tue pas. Non. Il fait progresser. On peut même le dire. On va continuer à progresser avec Mélanie, avec Jeanne et avec Jean-Marc sur le terrain des soft skills. C'est le talk deuxième partie. Et vous le savez, aujourd'hui, on met nos compétences comportementales en avant avec Mélanie Novak, cofondatrice de l'Institut des Soft Skills, avec le docteur Jean-Marc Démé, co-auteur avec Jérôme O'Haraud des Soft Skills en santé, pour ne plus se soigner comme avant, c'est chez Duno. Mélanie, je voulais qu'on revienne sur votre parcours professionnel parce que c'est extrêmement intéressant pour se rendre compte aussi des soft skills que vous avez vous-même dû mettre en jeu pour pouvoir faire cette espèce de Krav Maga professionnel à la fois des cabinets de conseil à l'engagement en politique locale. Je crois que vous avez été notamment conseillère départementale en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous l'êtes toujours, ça tombe bien. Avant même de créer cet institut des soft skills qui a été créé cette année, littéralement, avec Kevin Finet. Fin d'année dernière, oui. Vous-même, vous avez dû, encore une fois, mettre en œuvre, mettre en jeu ces compétences comportementales pour pouvoir y arriver. Lesquelles en priorité ? Alors, oui, tout à fait. J'ai commencé dans le monde du conseil, j'étais aussi dans la partie relations clientèle. Donc, les soft skills qui m'ont en tout premier lieu intéressé, c'était comment rentrer en relation avec mes clients. C'est-à-dire que quand on est jeune diplômé, qu'on arrive dans un métier, on a des idées préconçues, qu'il faut passer un message, qu'il faut absolument passer son message et qu'il faut questionner le client. Sauf qu'en fait, il y a des fois où le client, il n'est pas là. On passe le message, mais lui, il ne le prend pas. On lui pose des questions, mais clairement, il a d'autres préoccupations. Du coup, la question que je me suis posée, c'était comment on fait pour qu'on soit ensemble dans la discussion, pour que les clients en face de moi, ou mes collègues, ça marche aussi, je puisse être sur la même longueur d'onde, d'où le travail et la réflexion autour de quels soft skills permettent ça. Donc, comment on rentre en relation avec les gens, comment on les regarde, et comment c'est à nous de nous adapter à la personne qu'on a en face, et pas forcément envoyer un message avant même de savoir qui on a en face. Ça, c'était pour plutôt le côté professionnel. Il y a eu aussi s'affirmer, l'affirmation de soi, donc ça passe par la confiance en soi, en confiance en ses capacités, comment on les connaît, comment on en prend conscience, et comment on les affirme aussi. Et puis dans le monde politique, je pense que c'est là où j'ai dû le plus
travailler finalement, parce que le monde politique, c'est un monde qui pardonne pas. Donc, on a beau arriver avec toute la motivation, et mes collègues pareil, la sincérité de l'envie de faire des choses, il y a toujours des gens qui sont contents, d'autres qui sont mécontents et qui nous le disent franchement. J'ai le maire de notre commune qui a l'habitude de dire on est à portée d'engueulade, et c'est vrai. Et donc là, les soft skills que j'ai travaillé et que j'étais chercher, c'était d'une certaine manière la gestion des émotions. Puisque quand quelqu'un vient nous parler de manière virulente, comment ne pas le prendre pour soi et aller lui répondre en fait. Parce que quand les personnes viennent nous voir, c'est qu'ils ont un problème. C'est comment on se met en disponibilité pour leur répondre. Or, si on se sent agressé, pas sûr de soi, sur des croyances qui nous limitent, on ne sait pas lui répondre. Ça permet aussi de se défendre et de se mettre une carapace émotionnelle et de pouvoir justement s'adapter à des situations en gardant ses ressources. Encore une fois, être ce caméléon des situations à la fois personnelles, professionnelles. Une autre profession, un autre secteur dans lequel ça ne pardonne pas, comme le disait Mélanie, c'était le vôtre, Jean-Marc, en santé. Quand on est praticien, quand on est face à des patients auxquels il va falloir peut-être annoncer un diagnostic plus compliqué qu'un autre, qu'il va falloir accompagner sur un parcours de soins. Ces soft skills, cette connexion à l'autre, cette connexion aux autres, elle va être primordiale. Et pourtant, c'est la dernière chose qu'on enseigne en fac de médecine. Ouais, c'est dramatique et en même temps c'est tellement essentiel. Et j'avais envie de rebondir au témoignage de Mélanie qui a bien illustré toutes les soft skills qu'elle a pu développer dans son domaine. J'ai eu la chance justement d'être à ce moment-là pendant la période Covid où très clairement les soft skills ont été bien sollicités, de travailler avec Jérôme à ce moment-là, et donc on a modélisé, on a vraiment travaillé, tiens, quels ont été les soft skills qui m'ont aidé le plus, et donc on a vraiment fait ce travail-là et c'était très intéressant, très important. Et effectivement, comme vous le dites, accompagner un patient, si on n'a pas de soft skills, alors c'est quasiment impossible, parce que si vous voulez correctement appréhender un patient, il faut être un petit peu un danseur, être capable de sentir quelle est l'énergie, le niveau émotionnel, la peur, l'angoisse. Si vous n'êtes pas formé à ça, effectivement, vous pouvez être un soignant dur, pas à l'écoute, et c'est très délétère pour les patients, pour la relation thérapeutique. Donc, les soft skills en santé, en fait, c'est tellement une évidence. Ici, on a associé deux noms, mais il y a plein de soignants qui, spontanément, ont développé ces compétences. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on peut encore les améliorer et effectivement les mettre dans un enseignement pour les jeunes soignants, médecins, infirmiers et autres. C'est essentiel. Parce que sinon, ils passent 10 ans à se former aux connaissances, et puis quand ils sont confrontés au terrain, le choc est tellement difficile, ils ne sont pas préparés à ça, mais on voit ce qu'on voit pour l'instant, une fuite dans le monde de la santé catastrophique. Ouais, c'est-à-dire que le fait de moins bien prendre en compte, encore une fois, cette relation à la patientèle, cette relation aux autres, cette relation aussi aux équipes dans lesquelles on va venir travailler, en fonction du fait qu'on soit un professionnel de santé qui s'insère à l'hôpital ou qu'on soit un praticien qui exerce seul dans son cabinet médical. Ça va aussi générer de la frustration. Parfois, c'est ce que vous nous dites, Jean-Marc, pour ces professionnels du soin, et qui vont les décourager un peu. Et d'autant plus qu'ils ont été soumis à rude épreuve pendant ces périodes, évidemment, de pandémie. Oui, alors tout à fait. Donc, dans le monde des soignants, il faut savoir que, à la base, quand même, la majorité des soignants le font avec beaucoup de bienveillance, une motivation tout à fait saine. Ils rentrent dans un métier où ils veulent aider leurs prochains, et puis ils sont dans un système qui est dur, qui ne tient pas compte, même pour eux, de ces éléments-là. Et le risque, c'est effectivement se fermer. Et donc, les premières victimes de ce manque de développement de ces compétences-là, ce sont les patients. Et donc, d'ailleurs,
c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement les premiers à revendiquer qu'on développe ces soft skills, ce sont les patients. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est le premier livre qui peut être prescrit par les patients pour leurs soignants, sans effet secondaire, et aussi peut-être, pour rebondir à tout à l'heure, c'est probablement un des derniers livres qui a été écrit sans l'aide de l'IA. Et ça, c'est pour nous mettre une petite gommette à Jérôme et à moi, parce qu'on a suivi, on n'a pas utilisé l'IA. C'est une très belle définition, en tout cas, vous en parlez extrêmement bien de ces soft skills en santé. Ce livre qui est sorti chez Duno sous vos deux noms, évidemment, de co-auteurs, Jérôme Moirot et Jean-Marc Desmé. 52 outils, 8 dossiers. C'est vraiment à destination des professionnels de santé, mais vous le disiez, c'est une nécessité aujourd'hui qui est aussi réclamée par les patients pour mieux appréhender aussi cette relation qui va lier patient et praticien. C'est intéressant, Mélanie, ce qu'on voit avec Jean-Marc et avec ces professionnels du soin, de la santé, parce que finalement, c'est vrai de tous les secteurs et de toutes les industries. À l'Institut des soft skills, vous recevez par exemple des apprenants et des apprenantes qui viennent d'industries, de secteurs très variés. Oui. Les soft skills, c'est un GPS pour finalement mieux se reconnaître en milieu professionnel. Alors, est-ce que c'est un GPS? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon conducteur, plutôt un bon... Comment on dit? Un bon copilote. Ouais, okay. C'est ça le mot que je cherchais. C'est un bon copilote. Le copilote qui vous permet à la fois de trouver la bonne route, de lire la carte et de vous indiquer tous les petits chemins s'il faut aller un peu plus vite. Et puis, c'est celui qui vous met en sécurité aussi. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. On parlait effectivement de la relation entre les patients et les soignants et la difficulté, notamment mise en avant pendant le Covid, sur la gestion émotionnelle en fait, de la crise Covid. Et c'est vrai que quel que soit le métier, donc, nous on reçoit effectivement des apprenants qui sont des fois managers effectivement dans l'industrie, d'autres qui sont dans le conseil, d'autres qui sont politiques. Et on mélange tout le monde en fait et chacun apprend de l'autre. C'est intéressant aussi de voir que on apprend des autres et que finalement les problématiques sont les mêmes. Et ce qui ressort le plus, et dans nos différents modules qu'on propose, c'est celui qui plaît le plus, c'est celui sur la gestion émotionnelle. Et ça, c'est intéressant aussi à mettre en avant dans l'univers soft skills, c'est qu'en France en particulier, on connaît peu nos émotions, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles montent et elles sont censées redescendre, et on ne sait pas soit les atténuer ou les mettre en avant. Donc, finalement, que ce soit un manager qui me dit « mais moi, je suis épuisé, j'ai 50 personnes, je fais un 7/5e, je travaille entre guillemets 7 jours en 5 jours », ou un consultant qui a le même problème, ou un maire qui me dit « en fait, je n'ai plus une minute pour ma famille », le sujet des émotions est hyper important. Il est important, et est-ce que, pour continuer sur la conversation qu'on avait dans une émission précédente, encore une fois avec Annie Nussbaum, il ne faut pas se dire qu'il vient mettre de l'émotionnel dans des situations qui n'en ont pas intrinsèquement. L'émotionnel, il est partout finalement. C'est là aussi, je reprends l'image du GPS, mais c'est aussi un point, c'est une coordonnée sur le GPS qui va nous dire à quel moment il faut qu'on remette le curseur ailleurs. Alors l'émotionnel, il est partout, mais est-ce qu'il est accepté partout? Je ne sais pas. Par exemple, souvent, l'émotionnel, on le voit quand il nous embête. Quand on a peur, quand on n'arrive plus à parler, quand on tremble tellement que la feuille, on n'arrive plus à la lire. Or, quand on en arrive là, c'est dommage, en fait. L'émotionnel, on le voit aussi dans les burn-out, quand en fait, le corps n'en peut plus, ou dans les démissions rapides, où en fait, la personne claque la porte. Toute l'idée, c'est que si on connaît l'émotion, qui est souvent un message, le corps cherche à faire passer un message, c'est lié souvent à une peur, si on le connaît en amont, on peut mieux l'appréhender et ne pas arriver à des situations de crise ou critique. On parle beaucoup de burn-out, mais je pense que la gestion émotionnelle, la connaissance émotionnelle pourrait prévenir ce type de situation. Or, dans l'entreprise, où on a du mal à recruter, où on a du mal à garder les équipes, je pense que les RH auraient intérêt à se poser ces questions-là. Comment on fait en sorte, nous, entreprise, de former toutes les équipes, y compris les managers, à ces détections émotionnelles et à pouvoir ensuite parler avec les personnes. Finalement, si je vous entends bien tous les deux, Mélanie et Jean-Marc, à l'issue de cette émission, je me dis que les soft skills, c'est aussi un driver de réengagement de nous apprenants, de nous professionnels, dans les secteurs et les industries pour lesquels on travaille. Oui, tout à fait. Nous, on travaille beaucoup sur la notion de valeur, la valeur comme axe motivationnel. Qu'est-ce qui fait que le matin, qu'est-ce qui fait que ce matin, vous êtes venu ici, en fait? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est important pour vous? Rencontrer des gens formidables, quand je vous donne la parole. C'est sympa quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on est là et qu'on fait ce qu'on fait? Et c'est important de se poser les bonnes questions. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est aligné et qu'on va aller
passer à l'action, comme disait Jean-Marc tout à l'heure. Jean-Marc, je vous laisse le mot de la fin et ensuite on sera obligé de se quitter. Je sais, c'est déjà la fin. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que en fait, on parle de performance, on parle de stress au travail, on parle de motivation. Et en fait, tous ces éléments-là qui intéressent tous les professionnels, quel que soit le domaine, il y a un point qui permet une soft skill qui permet vraiment de les améliorer. C'est vous diminuez le stress, vous augmentez la motivation, vous augmentez la motivation. Comment on fait ça? Eh bien, il y a un des contributeurs du livre, le docteur Philippe Rodet, qui a mis le doigt sur le fait que l'outil le plus performant pour améliorer, diminuer le stress et augmenter la motivation et donc la performance, c'était la bienveillance. Et donc la bienveillance est la soft skill sans doute probablement la plus importante et qui revient à ce que les êtres humains cherchent, la reconnaissance. Et moi, je terminerai par ce petit conseil, les 3 petits mots magiques que j'utilise, c'est bonjour, merci, au revoir. Vous verrez, en regardant les gens tous les jours et vous leur dites ça, ça marche très bien. Ça coûte pas grand-chose et c'est très rentable. Je vous ai dit bonjour en ouverture de cette émission. Je vais vous dire merci, messieurs, dames, et je vais vous dire au revoir. À plus tard pour de nouvelles aventures. Merci infiniment. Jean-Marc Desmé, on vous lit chez Duno pour les soft skills en santé pour ne plus se soigner comme avant, prescrit par tous les patients, à leurs praticiens, à leurs praticiennes. Merci infiniment. À Mélanie Novak, on vous retrouve à l'Institut des soft skills avec Kevin Finel notamment et toute une équipe pédagogique pour encadrer vos apprenants et vos apprenantes. Et merci comme toujours à Jeanne Dreyfus et parfois aussi ces intelligences artificielles. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans l'école du futur.